Et le plaisir de recevoir un autre personnage, Antoine Peillon, bonsoir. Vous êtes en duplex depuis Paris. UBS aujourd'hui risque une amende de 6 milliards de francs en France. C'est un peu grâce ou à cause de vous. Dans votre précédent bouquin, vous aviez quasi écrit l'acte d'accusation d'UBS. Vous aviez documenté tout le système de fraude fiscale. Maintenant que les choses bougent, quelle est votre réaction ? Écoutez, c'est quelque part une belle surprise ici en France de voir que la justice, en tout cas l'enquête judiciaire, peut aller jusqu'au bout. Nous avons deux juges d'instruction. Et pourquoi c'est seulement UBS qui est visé et pas les autres banques françaises qui sont installées ici en Suisse ? Écoutez, jusqu'à maintenant, sur les banques en général, seuls des salariés d'UBS en France ont signalé in fine à la justice les faits répréhensibles dont ils avaient connaissance. Nous n'avons pas d'autres signalements sur d'autres banques qui peut-être se livrent aux mêmes activités. Donc l'impression serait fausse. La justice ne peut pas s'autosaisir. L'impression serait fausse qu'on cherche à protéger les intérêts français en France et qu'on fasse porter le chapeau aux autres. Ah oui, ça c'est une interprétation fantaisiste. Bon. En réalité, il faut regarder plutôt les moyens extrêmement modestes de la justice qui font que la justice a pu travailler sur UBS après beaucoup de difficultés, vous le savez, et le fait très solitairement, les deux juges d'instruction ne bénéficient d'aucun soutien particulier du gouvernement. Il n'y a pas de dimension politique au travail des juges français. Alors si on vous a invité, c'est parce que vous vous attaquez maintenant à la corruption. C'est d'ailleurs le titre très simple, la corruption, de votre dernier livre paru au Seuil. Est-ce que vous faites un lien entre la fraude fiscale et la corruption ? Oui, il était déjà fait dans le précédent livre, les 600 milliards qui manquent à la France, puisque j'indiquais que des personnes très riches, richissimes même, pratiquaient la fraude fiscale et derrière ça finançaient des personnalités politiques pour soutenir par exemple leur campagne électorale. Donc on était directement dans un lien entre la possibilité de faire de l'évasion fiscale protégée parfois par les autorités publiques et le fait que l'on finançait en récompense des personnalités politiques qui avaient facilité la dissimulation de cette évasion fiscale. Il y a un lien organique entre la criminalité financière, la fraude fiscale et bien entendu la corruption, notamment la corruption politique. Alors je cite la toute première phrase de votre bouquin, jamais depuis la libération, la France n'a été à ce point corrompue. C'est vraiment aussi grave que ça. Quand on parle corruption, on pense toujours à d'autres pays, au Brésil, à la Russie, aux pays émergents. Non, aujourd'hui, les spécialistes du sujet considèrent que depuis, disons maintenant, une petite dizaine d'années, on est à des niveaux de corruption bien plus élevés que, historiquement parlant, depuis la libération. Les choses n'ont cessé de s'aggraver en masse d'argent concerné par cette corruption et aussi en perfectionnement des procédures de corruption. Et aujourd'hui, le climat politique français peut s'expliquer pour une part par le fait de cette corruption et par le défaut de l'action publique ou les défauts de l'action publique d'un côté et de l'autre côté par la perception de l'opinion publique sur cette action publique manquante ou parfois très difficile à comprendre. Mais la corruption est aussi importante quel que soit le gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, Hollande ou Sarkozy, c'est pareil ? Non, il y a des nuances très importantes à faire. Il me semble, d'après les enquêtes que je connais, y compris les miennes, que s'il y a encore, bien entendu, de la corruption dans notre pays, elle est d'un ordre moins gangster, moins gangstérisé, voire moins criminel que la corruption politique d'il y a 2-3 ans et les années précédentes. Bon, et pourtant, il y a eu les affaires Cahuzac, les personnalités Thévenoud, politiques et le crime organisé. Oui, ça n'est pas du même ordre que certaines autres affaires, Kadhafi et les financements par Kadhafi éventuellement, et puis d'autres concernant des marchandages d'armes qui ont été révélés ces dernières années. On n'est pas dans le même ordre de gravité. Vous dites tout le monde est impliqué, les magistrats, les hauts fonctionnaires, des journalistes aussi. Vous parlez beaucoup des étouffeurs de ces affaires. Oui, alors ça ne veut pas dire forcément que les journalistes ou les journaux sont corrompus,
mais par des intérêts qui sont ceux d'être favorisés ou d'être éventuellement bien financés par certaines puissances financières privées, voire par l'État, font que beaucoup de choses ne sont pas révélées. Antoine Peillon, merci en tout cas d'être venu nous en parler. Je rappelle le titre de votre dernier bouquin, « Corruption, nous sommes tous responsables ». Et pour lutter contre la corruption, il faut d'abord que quelqu'un les dénonce, ces scandales. On les appelle les lanceurs d'alerte. C'est une forme de délation civique. C'est risqué, mais ça peut rapporter gros, en tout cas aux États-Unis. Explication en direct, Philippe Lugassi. Eh bien oui, effectivement, aux États-Unis, cela peut être très rentable. La SEC, il y a 10 jours, c'est-à-dire le gendarme de la finance américain, a donné une récompense de 30 millions de dollars à un informateur qui a dénoncé une affaire de fraude au détriment d'actionnaires. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a déclaré que dorénavant, toute dénonciation qui permettrait de récupérer 1 million de dollars ou plus serait rémunérée jusqu'à 30% de la valeur de l'amende. Le premier à en avoir bénéficié, en fait, c'est Bradley Birkenfeld, l'homme qui a fait tomber UBS aux États-Unis pour fraude fiscale. Grâce à son intervention, le fisc américain a récupéré 5 milliards de dollars. Brad Birkenfeld a fait de la prison, 3 ans. À sa sortie, il a touché le pactole, soit 104 millions de dollars. Et alors, dans les autres affaires qui intéressent la Suisse, on a pu lire dans la presse ce week-end que Falciani pour HSBC, Stéphanie Gibault pour UBS se mobilisent pour être mieux reconnus. Est-ce que la Suisse est en retard ? La Suisse, en tout cas, pense différemment. Pour la Suisse, Falciani est un criminel et s'il est jugé, il ira en prison. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il y a une réforme du Code des obligations pour améliorer le statut du lanceur d'alerte et surtout faire en sorte qu'il ne soit pas licencié. Mais en Suisse, il n'est pas question de millions de récompenses. Merci Philippe pour ces explications.